Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour une nouvelle conférence en direct de l'école ce soir. Je suis Léonard Pouy, je suis historien de l'art et enseignant-chercheur à l'école. Et c'est un plaisir et un honneur que de partager cette conférence ce soir avec Marie-Laure Cassius-Doranton, grande gémologue, également enseignant-chercheur pour l'école. Alors, on va parler de diamants de couleur, c'est un sujet absolument passionnant, vous aurez sans doute plein de questions. Ghislain est avec nous ce soir en ligne sur le chat pour y répondre. On reviendra aussi sur certaines questions en fin de conférence si le temps nous le permet. Ceux d'entre vous qui nous connaissent et qui sont parmi nos plus fidèles savent qu'on a déjà beaucoup parlé de diamants de couleur, mais en fait on a parlé d'un certain diamant de couleur, évidemment le bleu de Tavernier. On va y revenir ce soir, évidemment, le bleu de Tavernier qui devient le bleu Louis XIV. On va y revenir évidemment ce soir pour évoquer donc cette mode des diamants de couleur. Alors en fait, la mode pour les diamants, les gros diamants, est relativement récente. La mode pour les diamants de couleur est encore plus récente. On va essayer de la décrypter, d'analyser ce soir ensemble. En fait, déjà à l'époque de Louis XIV, ce qui est assez étonnant, c'est que si on regarde le prix de vente du grand bleu, le grand diamant bleu au carat, son prix au carat, est inférieur en fait à certains autres diamants qui vont être vendus donc à l'occasion de ce 10e voyage de Jean-Baptiste Tavernier, revenant des Indes, notamment si on le compare avec cette navette qui, en termes de prix, était à l'époque plus chère au carat, quand bien même elle ne présentait pas de couleur. Mais il y a aussi une autre personne qu'il faut qu'on mentionne et qu'on remercie ce soir, c'est Héloïse Gailloux. Absolument Léonard, merci. Donc en fait, il y a 2 ans, c'était avant la crise sanitaire, avec Héloïse Gailloux, nous avions conçu en fait une première version de conférence sur les diamants de couleur. Alors, le docteur Héloïse Gailloux est une amie de l'école, partenaire sur certains projets. Elle est conservatrice au musée des mines ParisTech à Paris. Et Héloïse donc, est docteur en minéralogie. Elle a fait sa thèse sur l'opale, mais surtout ensuite, après sa thèse, elle est allée à Washington, à la Smithsonian Institution, faire son postdoc, et elle a travaillé sur les causes de la couleur dans les diamants de couleur en particulier. Elle a fait beaucoup de recherches sur les diamants bleus et le Hope Diamond en particulier. Et donc voilà, je la remercie, nous la remercions beaucoup pour la collaboration que nous avons eue ensemble. Et avec Léonard, en fait, nous avons décidé aussi ce soir de mettre en lumière certains diamants historiques qui sont des diamants de couleur et donc qui sont particulièrement intéressants et remarquables. Alors on a un riche programme qui nous attend. On va le découper en 2 parties principalement. Donc la première portera sur les records, en fait, les prix remportés par certains diamants, et la seconde, on va y revenir dessus sur effectivement la dimension historique et leur importance. Mais avant de parler de diamants de couleur, il y a une question qu'il faut qu'on pose. Souvent, quand on parle de diamants, on parle de diamants blancs. Or non, les diamants blancs, ça existe. Quand on parle de diamants, en fait, la plupart des diamants sont incolores en joaillerie. Absolument. En fait, le gros du marché, c'est du diamant incolore à presque incolore. C'est comme ça qu'on est censé les qualifier. Mais effectivement, dans la nature, on trouve aussi des diamants blancs, pas que des diamants incolores. D'abord, on trouve des diamants de toutes les couleurs, comme on va pouvoir le voir ce soir. Et on trouve donc des diamants blancs qui sont en fait considérés comme des diamants de couleur et qui vont être gradés d'ailleurs dans l'échelle de gradation des diamants de couleur, pas dans celle des diamants incolores. Et donc on parle de diamants fancy white. Ils ont une particularité, ces diamants, comme vous pouvez le voir. Ce sont des diamants qui généralement sont plutôt translucides. Ça signifie en fait qu'ils contiennent en fait des microscopiques inclusions. Donc on suppose que ce sont des inclusions d'ammoniac en nuages qui ont des dimensions extrêmement petites, entre 20 et 200 nanomètres. Et la lumière en fait va se diffuser sur ces nano-inclusions. Et on va avoir cet aspect comme ça, laiteux, opalescent, qui est très particulier, très raffiné, très recherché par certains joailliers très pointus comme Jarre par exemple ou Taffine.
Voilà, nous avons un exemple d'une bague qui appartient à quelqu'un de notre équipe qui a eu la gentillesse de nous la prêter pour la photo. Donc de ce diamant blanc Fancy White. Donc les diamants blancs sont des diamants de couleur quelque part, ils ne sont pas incolores. Néanmoins, on va évidemment parler des diamants colorés, disons du spectre classique ce soir ensemble. Alors nous allons parler en fait des diamants, uniquement des diamants naturels, qui ont des couleurs naturelles. On ne parlera ni de diamants traités, ni de diamants synthétiques, je préfère le préciser d'entrée de jeu. On a déjà beaucoup à raconter. Donc, la conférence va se présenter en deux temps. Donc, on va d'abord parler de cet engouement au niveau du marché pour les diamants de couleur, qui, comme le disait Léonard, est assez récent. Et puis, dans un second temps, nous verrons les causes en fait, de la couleur, les principales causes de la couleur des diamants de couleur. Allons-y avec les gemmes les plus précieuses du monde, Léonard. Exactement. Alors, c'est vrai que c'est une tendance assez récente, même si on connaît des diamants de couleur depuis presque toujours. Enfin, depuis qu'on connaît les diamants, on connaît presque des diamants de couleur. Néanmoins, le phénomène, l'attrait pour les diamants de couleur auprès des collectionneurs est très récent et a véritablement démarré dans les années 80. C'est là qu'on commence vraiment à sentir un bouillonnement, notamment autour d'une pierre, une pierre qui est assez exceptionnelle, qui s'appelle le Hancock Red, vous l'avez à l'écran, qui a obtenu donc le prix de 880 000 $, alors qu'elle fait moins de 1 carat, donc moins de 0,20 grammes. Mais parce que ce diamant, évidemment, est rouge, le rouge étant la couleur la plus rare dans les diamants, on n'en connaît que quelques-uns sur la planète, très très vite, elle a fait tourner les têtes. Néanmoins, très récemment, il y a un autre record qui a été battu, c'est tout simplement le record de vente de toute gemme, en fait. La gemme la plus chère du monde, littéralement. Vous l'avez ici à droite, c'est le Chotai Fook Pink Star, donc acheté par cette grande firme joaillière chinoise, et qui, une fois de plus, est un diamant de couleur, un diamant rose, Fancy Vivid, on va revenir sur ce terme, de près de 60 carats. Alors en fait, effectivement, donc le Hancock Red, il marque vraiment historiquement, enfin c'est vraiment un événement historique pour les diamants de couleur. En fait, à la même époque, donc 1987, ça coïncide un peu avec l'effondrement en fait, de la bulle du diamant incolore, parce que les prix du diamant incolore sont beaucoup montés dans les années 1980, parce que le diamant incolore a été utilisé comme gemme d'investissement. Et donc peut-être en réaction, je n'ai pas d'explication certaine, mais en tout cas ça coïncide, on va commencer à s'intéresser aux diamants de couleur. Et les premiers collectionneurs de diamants de couleur vont commencer à créer leur collection à cette époque-là. Et dans les années 1980, certaines très belles collections, notamment celle d'Eddie Elsass et de André Muchian, vont être exposées à l'American Natural History de New York. Et c'est aussi à cette époque-là que Alan Bronstein va commencer à réunir aussi sa collection qui s'appelle l'Aurora Collection, sur laquelle Héloïse Gaillou d'ailleurs a beaucoup travaillé. Alors, on a parlé des records de vente pour des gemmes globales. Il y a un autre critère qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est le prix au carat. Et là, dans ce cas-là, c'est d'une autre pierre qu'il faut qu'on parle, qui a battu encore une fois ce record. C'est encore un diamant, mais cette fois-ci, c'est un diamant bleu, donc le Blue Moon of Josephine, un peu plus de 12 carats, et donc qui a obtenu la somme de 48,4 millions de dollars en 2015, c'est-à-dire à peu près 4 millions de dollars du carat. Donc ce record est absolument exceptionnel et en fait ce qu'on observe ces dernières années par rapport au prix des diamants de couleur dans les ventes aux enchères, alors évidemment on ne parle que de prix publics ce soir, donc des prix qui sont atteints dans le cadre des ventes aux enchères, et on a vu en fait les prix monter ces 10 dernières années de manière assez stratosphérique. Et ça continue d'ailleurs à monter, donc on suit ça de près parce que c'est quand même assez intéressant. Ce Blue Moon, en fait, Héloïse l'a vu, comme elle a vu beaucoup de diamants bleus, elle me disait que c'était quand même un des plus beaux diamants bleus qu'elle a jamais vu, avec une couleur assez extraordinaire. Et ce diamant a été acheté en fait par un milliardaire hongkongais qui s'appelle Joseph Low. Et en fait, ce type de pierre
est acheté pour différentes raisons. Donc, il peut être acheté dans le cadre d'une stratégie de communication de la part des grandes maisons de joaillerie, comme Graff ou Harry Winston, par exemple, ou Chow Tai Fook, dont Léonard vient de parler. Mais ça peut aussi être considéré comme des produits d'investissement, et c'est probablement le cas pour Joseph Lowe, qui constitue un bel héritage pour sa fille Joséphine, puisque tous les diamants de couleur qu'il a achetés, il les a baptisés du nom de sa fille. Et enfin, le dernier record qu'il faut qu'on évoque, c'est un record cette fois-ci pour une pierre incolore, donc un diamant incolore, un diamant qui n'a pas de nom particulièrement, et qui donc a été vendu en 2013 pour près de 31,8 millions de dollars chez Sotheby's, encore une fois à Hong Kong. Néanmoins, vous avez vu qu'il y a des grandes variétés de prix, qu'il y a une dimension spéculative, évidemment, qui est très importante. Se pose quand même la question de comment on évalue la qualité d'une pierre, et pour des pierres incolores et pour des pierres de couleur. Absolument. Alors en fait, le marché du diamant incolore, c'est complètement différent du marché du diamant de couleur. Le diamant de couleur, c'est vraiment une niche, et les prix n'ont absolument rien à voir. Alors on peut l'expliquer évidemment par l'extrême rareté de certains diamants, de certaines couleurs. Mais ce n'est pas seulement ça, c'est comme on le disait au début de la conférence, c'est vraiment une question de mode aussi. Et donc pour les diamants incolores, l'évaluation en fait, elle est très simple parce qu'elle repose sur la combinaison en fait, des 4 C. Les 4 C, ce sont les critères d'évaluation qu'on utilise pour évaluer les diamants incolores à presque incolores. Donc pourquoi les 4 C? Parce qu'en anglais, chaque critère commence par la lettre C. C'est comme color, C comme clarity, C comme cut et C comme carat. Il y a aussi la fluorescence qui est considérée pour les diamants incolores. Et donc c'est un système qui a été créé par le GIA dans les années 1930 et qui apparaît en fait dans les rapports de gradation émis par les laboratoires. Et donc on peut tout à fait estimer la valeur d'un diamant incolore à partir de cette combinaison très précise. Alors qu'en est-il pour les diamants de couleur? Parce que là forcément il y a un autre critère qui va rentrer en jeu. Alors pour les diamants de couleur, en fait, il y a une autre échelle de gradation de couleur. Donc là, à l'écran, vous voyez, il y a l'échelle de gradation pour la couleur des diamants incolores à presque incolores, qui est une échelle très simple, qui va de D à Z. D, c'est le plus incolore, absence totale de couleur, et plus on va vers Z, plus on va remarquer une quantité croissante en fait, de couleurs à l'intérieur du diamant. Alors, on grade dans cette échelle uniquement les diamants qui vont contenir une nuance de jaune, de brun ou de gris. Et si, par exemple, si une pierre a plus de couleurs que dans l'étalon Z, eh bien, on bascule après dans l'échelle de gradation de couleur des diamants de couleur, qui est une autre échelle, qui est celle des fancy color. Et donc, à l'écran, vous voyez l'échelle du GIA pour les fancy color aussi, donc pour des bleus ou pour les roses. Et alors là, c'est beaucoup plus complexe. On n'est pas dans la linéarité. En fait, pour grader la couleur des diamants de couleur, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on doit tenir compte en fait, de 3 facteurs quand on décrit une couleur. On doit tenir compte de la teinte. On doit tenir compte de la tonalité, c'est-à-dire la quantité de blanc ou de noir contenu dans la couleur, c'est-à-dire que la pierre elle va être claire, elle va être foncée, elle va être moyenne. On doit tenir compte d'un 3e facteur qui est la saturation, et la saturation c'est la quantité de couleur contenue dans la pierre, donc l'intensité de la couleur. Alors dans la nature, il faut savoir que les couleurs pures sont assez rares. En général, on a des couleurs avec des nuances secondaires, donc on peut avoir le bleu est rare, le bleu vert va être peut-être plus fréquent, enfin, ça dépend. Et donc plus une couleur est pure et plus la couleur est saturée, plus le diamant va avoir de la valeur. Donc c'est exactement l'inverse que pour l'échelle de gradation des diamants incolores. Comme vous pouvez le voir aussi sur la présentation, c'est dans les grades, pour grader les diamants de couleur, vous voyez par exemple le Fancy Intense pour le blue. Eh bien, on va grader en Fancy Intense des diamants bleus qui sont très différents les uns des autres. Donc c'est vraiment particulier et la gradation de couleur des diamants de couleur, généralement dans les laboratoires, se fait à plusieurs, ça ne se fait pas tout seul. Et donc voilà, donc le meilleur grade pour les diamants de couleur, c'est Fancy Vivid, qui correspond à la saturation la plus élevée.
Donc en fait, le prix, à partir de Fancy Light, il monte jusqu'à Fancy Vivid. Donc Fancy Light, Fancy, Fancy Intense, Fancy Vivid, et ensuite Fancy Deep, Fancy Dark. Il y a moins de couleurs, mais la couleur est plus sombre. Donc voilà, donc on doit tenir compte de tous ces facteurs, et donc c'est plus délicat. Et là où ça se complique, en plus, c'est que certes, des diamants vont avoir leur couleur propre, mais la taille de ces diamants va intervenir sur cette couleur. Et on va souvent, on va évoquer beaucoup de cas similaires, des cas de retaille de diamants où de fait la couleur ne sera plus tout à fait la même. Absolument, Léonard. En fait, dans les diamants de couleur, contrairement aux diamants incolores, c'est une combinaison des 4 C plus fluo. Les diamants de couleur, le critère, c'est la couleur. En fait, en gros, la fluorescence n'a aucune importance. Probablement la pureté dans certains cas non plus. Le Hancock Red, il est très inclus et ça se voit à l'œil nu. Et le critère de taille, en fait, alors la taille pour les diamants de couleur, c'est un vrai challenge parce que le but n'est pas de mettre en valeur la brillance et les feux comme pour les diamants incolores. Le but, c'est vraiment de mettre en valeur la couleur. C'est vraiment le principal objectif de celui qui taille. Et là, à l'écran, on a 2 exemples. On a l'exemple d'un diamant rond brillant gradé SZ dans l'échelle de gradation des diamants incolores. Et très souvent, les diamantaires achètent ces pierres pour les retailler, pour en faire des fancy. Et là, on voit l'exemple de ce radiant qui est fancy yellow. Et donc, la taille radiant, d'ailleurs, petit commentaire sur ce style de taille. J'ai entendu Alan Bronstein, donc grand collectionneur de diamants de couleur, raconter lors des derniers rendez-vous de l'Association française de gémologie que la taille radiant est probablement la taille qui met le plus en valeur la couleur des diamants de couleur. Ce qui explique peut-être la retaille de cet autre diamant. Exactement, alors on voit sur la gauche de l'écran le diamant Agra. Le diamant Agra, c'est un diamant historique, on l'évoque assez rarement finalement, ce n'est pas le plus célèbre de tous. Et pourtant, on le connaît depuis le XVIe siècle. Le diamant Agra, il prend son nom de l'ancienne capitale indienne, qui devient Delhi en 1658, grâce à Aurangzeb. C'est un diamant qui va transiter dans tout l'héritage des princes moghols, jusqu'au sac de Delhi par les troupes perses de Nadir Shah en 1738. Et alors après, les choses se compliquent, on perd un petit peu sa trace, on va le retrouver à Londres en 1844. Il va alterner entre Londres et Paris, on voit que les marchands se le disputent, les collectionneurs aussi. Et déjà à cette époque-là, il va connaître une retaille qui va lui faire perdre près de 10 carats quand même, ce qui est important pour un diamant de cette taille, et qui va lui retirer certaines inclusions. En 1909, il est entre les mains des frères Lacloche. Les amis de l'école connaissent bien les frères Lacloche, ils sont à l'époque à Londres, et c'est eux qui possèdent à cette époque ce diamant, qui va ensuite, encore une fois, passer de main en main, jusque dans les années 90, où il va être acquis en fait, par un fonds, une corporation en fait, hongkongaise, qui va à nouveau le retailler, comme tu l'as dit, pour augmenter sa couleur, quelque part, pour améliorer sa couleur. Et c'est à cette époque-là que le prince du Qatar, la famille Al Thani, va en faire l'acquisition, où il est toujours aujourd'hui conservé. Voilà, et on a quand même perdu pas mal de matière, puisqu'on passe de 41 carats à 28 carats, pour avoir un grade Fancy Intense Pink. Donc voilà, là on comprend bien que le critère de taille, il est vraiment là pour mettre en valeur la couleur. Alors la couleur d'un diamant, elle va s'observer aussi parfois dans des conditions très spécifiques, très particulières, pour pouvoir être expertisée, notamment dans les laboratoires. Absolument, Léonard. Et en fait, effectivement, dans les laboratoires de gémologie, il y a des méthodes très spécifiques pour observer et pour grader la couleur. Donc ici, nous sommes au laboratoire français de gémologie et nous voyons les conditions d'observation de la couleur. Donc cette grande boîte grise qui s'appelle The Judge, qui est peinte dans une peinture mate gris clair, le plus neutre possible. En fait, le but, c'est d'avoir un environnement coloré le plus neutre possible. Et quand on grade la couleur des diamants, d'ailleurs, on n'est pas censé porter des vêtements de couleur vive, on n'est pas censé avoir du vernis de couleur vive non plus, pour ne pas impacter en fait, la perception de la couleur. Et on utilise un éclairage standardisé, qui est la lumière D65, qui reproduit en fait, la lumière du jour, la lumière blanche, on considère comme ça. Et on observe la couleur des diamants sous cette lumière. Alors la méthode est intéressante à décrire. Pour les diamants incolores à presque incolores, c'est très simple.
puisqu'on utilise des pierres de référence qu'on appelle des pierres étalons, comme vous pouvez le voir. Là, on a les étalons de gradation du laboratoire français de gémologie, qui sont donc des diamants qui correspondent aux différentes lettres de l'échelle. Et on va comparer dans un pli en papier blanc les pierres étalons avec les diamants des clients. Et donc, par comparaison, on va donner un grade de couleur. Et on les observe toujours à l'envers par la culasse, pour éviter d'être distrait par la brillance de la pierre. Pour les diamants de couleur, alors on est dans les mêmes conditions d'observation, mais on regarde la pierre côté couronne et on va se concentrer sur les zones les plus colorées de la pierre. Évidemment, on ne peut pas avoir de pierre étalon pour les diamants de couleur parce que en fait, le diamant existe absolument dans toutes les couleurs, donc c'est impossible de réunir une collection pareille. Mais on va grader avec des étalons virtuels et il y a un système très utilisé aujourd'hui qui s'appelle Jamie Wizard, qui est communément utilisé pour la gradation des diamants de couleur et ça marche très très bien. Alors on va maintenant s'intéresser aux causes naturelles de la couleur dans les diamants. Et parmi les premières causes, parmi les premières raisons de la présence de la couleur, il y a la composition chimique du diamant. Problème, si je crois ton bon enseignement, un diamant c'est du carbone pur, ce n'est que du carbone. Donc comment ça se fait que dans les diamants on ait de la couleur ? Eh bien, parce qu'en fait, le diamant n'est pas du carbone pur les 3/4 du temps, en fait. Mais donc d'abord, petite définition, hein, juste pour situer qu'est-ce que c'est qu'un diamant. Donc c'est une espèce minérale. Une espèce minérale, c'est quoi ? Eh bien, c'est une composition chimique et une structure atomique. Et effectivement, bien, la composition chimique du diamant, tu as raison, c'est du carbone, bien sûr. Et le système cristallin, c'est le système cubique. Et le diamant appartient à la classe minérale des natifs. Et donc là, on peut voir à l'écran la structure atomique vraiment particulière du diamant et avec les atomes de carbone hein, qui sont organisés dans une structure très compacte. Et puis vous pouvez voir à droite un diamant brut, donc tel qu'on peut le trouver dans la kimberlite, qui est la roche de transport donc, du diamant. Donc là, on a un beau diamant de forme octaédrique de la collection de l'école des mines. Donc du carbone, oui, évidemment, mais pas que, parce qu'en fait, le diamant a en fait présente des types chimiques différents. On va avoir des très légères différences en fait de types chimiques. Alors, les types chimiques du diamant sont observés, sont analysés en laboratoire en spectrométrie infrarouge. Avec cette méthode d'analyse, on est en mesure de voir un certain nombre d'éléments en trace d'impuretés chimiques, ça veut dire des éléments chimiques qui vont être en très très faible quantité présents dans la composition des diamants. Et en fait, on sépare les diamants en deux types. Les diamants qui contiennent de l'azote, les types 1, et puis les types 2 qui ne contiennent pas d'azote. Alors, les types, pourquoi est-ce que je parle des types chimiques alors qu'on parle des diamants de couleur ? Alors, les types chimiques peuvent avoir en fait une incidence sur la couleur des diamants, on va le voir au fur et à mesure de la présentation. Il n'y a pas que les éléments chimiques qui peuvent être responsables de la couleur, il y a aussi souvent des histoires de structure, des caractéristiques internes qui peuvent aussi avoir un impact sur la couleur. Alors, les éléments chimiques qui vont avoir un impact sur la couleur, ce ne sont pas les éléments chromogènes que l'on connaît, par exemple, pour les corindons, le chrome qui colore le rubis ou l'émeraude. En fait, dans le diamant, on a des éléments chimiques qui vont colorer indirectement la pierre, c'est-à-dire que ça crée des défauts dans la structure atomique. On appelle ça des centres colorés qui modifient en fait l'absorption de la lumière. Alors, si on regarde un petit peu les types chimiques, on s'aperçoit donc que vous avez tous les types chimiques peuvent exister en brun, par exemple. Les diamants incolores, ils sont plutôt de type 1A ou du type 2A. Donc, les types 2 ne contiennent pas d'azote. Le type 2A, c'est du carbone pur en spectrométrie infrarouge. Le type 2B contient du bore. Le type 1B contient de l'azote isolé. Et le type 1A contient des atomes d'azote en groupe qui vont remplacer des atomes de carbone dans la structure atomique. Les types les plus rares sont les types 2, en particulier le type 2B, à 0,2% de ce que l'on trouve dans la nature. Les types 2A, 0,8%. Le type 1B, c'est très rare aussi, environ 1%.
Donc en jaune, on peut avoir que du type 1. On va voir que l'azote joue un rôle très important. Et puis on va voir au fur et à mesure de la présentation quels sont les autres facteurs qui peuvent donc apporter de la couleur. C'est ça, donc là on a évoqué la composition chimique, les fameux types des diamants, qui va être le premier grand facteur de présence de couleur dans une pierre. Un deuxième facteur assez important qui va impacter la présence de couleur et notre perception, c'est la présence d'inclusion dans les diamants. Et c'est là où c'est formidable, c'est qu'il y a des pièces qui sont tellement incluses qu'elles vont paraître noires. C'est les fameux diamants noirs. Les diamants noirs existent là aussi. Et en tout début d'année, on a eu un très très bel exemple avec l'Enigma, le diamant Enigma, qui vient d'être vendu donc, en février à Dubaï. Une pierre qui est assez fascinante, on lui prête des origines extraterrestres et qui a été découverte à la fin des années 90. Il y a 3 ans vont être nécessaires à sa taille. Une taille qui est assez étonnante, qui représente une sorte de main abstraite. En fait, tout ça est très symbolique puisque cette pierre pèse 555,55 carats, donc 55555, chiffre qui porte chance dans le monde arabe. C'est la khamsa, c'est la main protectrice, donc c'est un diamant un petit peu amulétique. Il a toute une aura très particulière, très symbolique, qui fait déjà sa célébrité, et il se trouve que ce diamant brut qui faisait plus de 800 carats est aujourd'hui en fait tout simplement le plus gros diamant taillé au monde, et il a détrôné en cela le Golden Jubilee sur lequel on va revenir juste après. Oui, absolument. Puis il a 55 facettes pour couronner le tout, ce diamant. Alors, comme vous pouvez le voir d'ailleurs à l'image, en fait, c'est ce qu'on appelle. Alors, il a été gradé Fancy Black. Il est complètement. L'origine de la couleur est complètement naturelle. Et en fait, c'est un carbonado. Qu'est-ce qu'un carbonado? C'est un type de diamant, une sorte de diamant qui n'est pas monocristallin en fait, mais c'est un diamant polycristallin. Ça veut dire que c'est un agrégat de microcristaux de diamant. Et donc il y a beaucoup d'inclusion. Généralement, la couleur noire est due à une grande concentration d'inclusion de graphite. Et ça peut aussi être dû à une irradiation naturelle. Et donc là, vous voyez à gauche des diamants noirs de Marangé au Zimbabwe, c'est assez caractéristique. Et ils peuvent être en fait de n'importe quel type, puisque ce sont les inclusions qui vont provoquer la couleur dans ces diamants. Alors vous voyez, les prix n'ont rien à voir avec les prix dont on a parlé en début de séance. Complètement, d'autant plus qu'il a été acquis en Bitcoin. Oui. Ça aussi, c'est une nouveauté. Nouveauté du marché. Voilà. Alors, on a parlé donc des types chimiques, on a parlé des inclusions. Il y a une troisième raison qui va provoquer la présence de couleur dans une pierre, c'est en fait la croissance de la pierre elle-même. Et ça, tu me dis si je me trompe, ça va être le cas notamment pour les diamants bruns. Et quand on parle de diamant brun, il y a forcément un diamant qui nous vient tout de suite à l'esprit. C'est le fameux Golden Jubilee qui jusqu'alors était le plus gros diamant taillé au monde. Il a été découvert en 1985 dans la mine Premier, si je ne me trompe pas. Et donc c'est un diamant qui va être la propriété de la Thaïlande. En fait, il va être acquis par l'association des diamantaires de Thaïlande, en fait, qui vont l'offrir au roi de Thaïlande, Rama IV, pour l'anniversaire de son 50e année de règne, d'où son nom de Golden Jubilee, le jubilé doré. Absolument. Voilà, Fancy Yellowish Brown, c'est un type 1B, celui-ci. Et il a été taillé par Gabi Tolkowski. Par Gabi Tolkowski, donc l'héritier de cette grande famille de diamantaires belges, dont Marcel Tolkowski, en 1919, avait inventé le rond taille brillant, ce qui est la norme actuelle et presque universelle des diamants avec le maximum de réfraction, le plus d'éclat, le diamant moderne en fait. Voilà, alors la cause de la couleur brune, comme Léonard l'évoquait, en fait, c'est une caractéristique interne, c'est ce qu'on appelle le graining. Le graining, en fait, ce sont des glissements en fait, des plans atomiques. Et ça s'apparente à des bandes, comme vous pouvez le voir sur l'écran. En fait, ce sont des bandes qui vont suivre la croissance octaédrique des diamants. Et la couleur, en fait, on peut avoir du graining incolore, du graining brun, exceptionnellement du graining rose à rouge. Et c'est la distance en fait, entre les plans de glissement qui va provoquer l'absorption, une modification dans l'absorption de la lumière. Et parfois, on a aussi des éléments chimiques qui viennent s'installer là-dedans. Et donc, on va avoir de la couleur. Et donc, vous le voyez sur la photo de droite, la couleur n'est pas homogène. Et ça, c'est un challenge pour le tailleur. Le but, quand il va tailler la pierre, ça va être de faire en sorte que la pierre paraisse le plus homogène possible en couleur.
Donc le brun, c'est important de parler de cette couleur parce que c'est quand même la couleur la plus courante dans les diamants naturels. Au moins 60% des diamants dans la nature sortent avec ces couleurs brunes, où il y a beaucoup il y a une gamme très large avec les nuances secondaires de jaune, de vert, de rose dans les diamants bruns. Et pendant très longtemps, ce n'était pas du tout recherché. Et depuis les années 1980, avec la mine d'Argyle en Australie, eh bien, les diamants bruns sont devenus à la mode grâce à leur campagne de marketing vantant la beauté de ces couleurs champagne, cognac et chocolat. Donc le but étant de rendre évidemment les diamants bruns désirables. Et on fait des créations très intéressantes et très belles avec les diamants bruns. Alors après, le goût est très culturel. En France, on n'en voit pas beaucoup, mais c'est très à la mode en Australie, c'est très à la mode aux États-Unis, même en Angleterre. Alors, la couleur la plus répandue, tu l'as dit, ça va être quand même le jaune. Alors, le brun va être le plus répandu, mais le jaune, c'est aussi une des couleurs les très répandues, puisqu'elle apparaît déjà dans la fameuse échelle de gradation des diamants incolores. Néanmoins, là, on parle de diamants vraiment jaunes, des fancy vivides, et là aussi, il y a des raisons propres à cette couleur. Oui, absolument, Léonard. Alors en fait, tu as totalement raison, c'est vrai que les jaunes clairs, en fait, c'est très courant. Mais pour avoir du fancy, là, c'est quand même beaucoup plus rare. Et ce qui est rarissime, c'est le fancy vivide. Fancy vivid yellow. À l'écran, vous avez donc deux diamants qui ont été gradés fancy vivid yellow. Et vous voyez, c'est un rayon de soleil. Ce sont des rayons de soleil, ces diamants, avec une très forte saturation de couleur. C'est très rare. Et il y a deux types en fait, de diamants qui peuvent être fancy vivid yellow. Alors, en général, ce sont des types 1B. Donc, vous pouvez voir sur la présentation, le type 1B, c'est à gauche. Le grave vivid yellow, c'est un type 1B. Dans la structure atomique, on a un atome d'azote qui va se substituer à un atome de carbone. Et en fait, c'est pour cette raison-là qu'on va avoir cette couleur. Et donc, on va avoir, ce sont les plus rares en fait. Et puis, de temps en temps, on a des types 1A qui peuvent être fancy vivid yellow, et auquel cas, ils vont avoir des agrégats d'azote, donc qu'on appelle des N3, 3 atomes d'azote autour d'une lacune qui remplacent des carbones, et qui vont pouvoir donner aussi cette très belle couleur jaune, vivid yellow, qui est très recherchée évidemment sur le marché. Exactement, et c'est vrai que dès la fin du 19e siècle, dès la mine de Kimberley, on va trouver des diamants jaunes en relativement grand nombre. Pour les plus beaux, on peut parler du diamant Tiffany, qui va être découvert dans la mine de Kimberley en 1877. 11 ans plus tard, c'est le diamant Debers que l'on découvre, un diamant qui va être assez rapidement serti sur un collier par la maison Cartier, un des grands chefs-d'œuvre de l'histoire de la joaillerie récente. C'est ce grand moment où tous ces maharajas, en l'occurrence le maharaja de Patiala, viennent faire sertir leurs pierres sur des montures françaises. Ce diamant, aujourd'hui, est toujours en Inde, dans une collection particulière. Peut-être qu'on le reverra aussi prochainement. Mais des diamants, on en voit de temps en temps, et je crois que tu en as vu un très beau assez récemment d'ailleurs. Absolument, mais juste pour revenir sur ce Debers, oui. C'est probablement le plus grand diamant jaune que l'on connaisse. Oui, alors, il n'a jamais été analysé, donc en fait, on ne connaît pas son type, on ne connaît pas non plus son grade de couleur. Comme pour le Tiffany. Oui. Comme pour le Tiffany d'ailleurs, mais ce sont des diamants qui ont été trouvés. En fait, la mine de Kimberley en Afrique du Sud, qui est qui est le premier gisement primaire de diamants qu'on connaît dans l'histoire, a produit parmi les plus grands diamants jaunes que l'on connaisse. Et celui-ci est probablement effectivement le plus grand qu'on connaisse. Alors, je vous laisse admirer ce collier tout à fait spectaculaire à l'époque où vraiment on a encore des bijoux masculins, si je puis dire, en diamant. Et dans la cour des Maharajas, par la maison Cartier, le bijou est toujours aujourd'hui conservé dans le patrimoine de la maison. On peut le voir de temps en temps, notamment dans des films. Récemment, on a eu l'exemple de Ocean 8, où on voyait ce collier subtilisé. Voilà, et le diamant, peut-être un jour. Bon, j'espère qu'il ne sera pas subtilisé. Espérons-le. Alors, plus récemment, une autre maison. Effectivement, dans les très beaux diamants jaunes que j'ai eu la chance de voir dernièrement, parce que c'est vrai qu'un peu d'actualité, c'est intéressant avec un sujet comme celui-là.
C'est un très beau diamant Fancy Vivid Yellow qui a été serti sur le collier Halley de la dernière collection de haute joaillerie de la maison Café Harpels, sous les étoiles. Une couleur parfaite, très homogène, très bien mise en valeur par la taille. Et ce qui compte en fait le plus de toute manière sur ce type de diamant, c'est la couleur. Et le type chimique, en fait, on ne le connaît pas pour cette pierre-là, mais la couleur est absolument fabuleuse. Alors on va aller maintenant un petit peu plus loin en rareté. On a évoqué les bruns, on a évoqué les jaunes. Plus rare que le jaune, il y a le bleu. Et là, forcément, si je vous dis diamant bleu, vous allez tous me dire ou bien le Hope ou bien le bleu de Louis XIV. C'est en fait la même pierre. Maintenant, vous le savez tous, grâce à Cécile Lugan et François Farge et aussi à tes conférences précédemment. Donc, très très rapidement, hein, ce diamant bleu issu des mines de Golconde, dont on reparlera, qui va intégrer dès le XVIIe siècle les collections de Louis XIV, où le bleu va avoir beaucoup de valeur, hein, forcément, symboliquement. Et c'est un contraste assez fort avec la culture indienne de l'époque, hein, où le bleu va plutôt être déprécié pour des raisons religieuses et culturelles. Tavernier, c'est un petit peu l'une des plus belles pierres qu'il va ramener de ces 6 voyages. Une pierre qui va donc disparaître lors du vol du garde-meuble en 1792, être taillée, et notamment pour devenir le Hope, hein, qui va repasser par Paris, encore une fois, chez Cartier, porté par Meriwether Post, porté par même son chien, à l'occasion de grandes fêtes. Et finalement, avec une aura un petit peu maudite, ce diamant sera légué, sera offert à la Smithsonian Institution de Washington, où on peut aujourd'hui l'admirer. Et paraît-il, on dit que c'est la 2e œuvre d'art la plus visitée après Mona Lisa. Donc ça, on le connaît. Un diamant qui est un petit peu moins connu du grand public, c'est le Blauer Wittelsbach, qui est aussi connu sous le nom de Wittelsbacher Graf, qui a une histoire aussi très très riche. Tu voulais peut-être nous dire quelque chose sur Je voulais juste parler de la cause de la couleur, en fait, Bien parce sûr. que justement, Héloïse Gaillou a eu l'opportunité, en fait, avec une équipe de gémologues et de la Smithsonian Institution, de faire des analyses, en fait, du Hope Diamond, pour justement comprendre et démontrer en fait la cause de la couleur de ce diamant, et elle a pu prouver en fait, l'équipe a pu prouver que c'était le bore, donc un élément chimique qui vient remplacer en très très faible quantité des atomes de carbone dans la structure. Donc on parle vraiment c'est un atome de bore pour 1 million d'atomes de carbone, hein, c'est de cet ordre-là, et ça suffit en fait à modifier l'absorption de la lumière et à provoquer la couleur bleue. Et donc c'est indirect comme coloration, hein, ça crée en fait un centre coloré. Et Héloïse a pu prouver en fait avec l'équipe que c'était bien le bore. Alors là aussi, on a le cas d'une retaille, hein, qui va augmenter, renforcer la couleur. Un crime pour les historiens, parce que c'était un témoignage très intéressant de l'histoire lapidaire et de l'histoire diamantaire, en fait, une des toutes premières tailles modernes, en fait, taille brillant au XVIIe siècle. Et il y a un petit peu un frère cousin de ce diamant bleu Louis XIV, c'est le Wittelsbach, qui est aussi un diamant bleu. Alors là, c'est à peu près les mêmes années d'ailleurs, hein, on le trouve dans les archives de la maison de la cour de Vienne en 1673. Il va prendre son nom de Blauer Wittelsbach en 1722, à l'occasion du mariage de l'électeur de Bavière. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est que ce diamant va être serti dans les années 1740 sur un ordre de la Toison d'Or, un bijou précieux. Là aussi, on a une conférence à ce sujet si ça vous intéresse, celle de Louis XV en l'occurrence. En fait, dans ces années 1740, on va voir que tous les plus beaux diamants, on va en évoquer d'autres, vont être sertis sur ce type de bijou, qui est évidemment un ordre militaire masculin extrêmement prestigieux. Et le Blauer Wittelsbach n'échappe pas à la règle. Il va ensuite donc arriver dans la collection de Maximilien Ier de Wittelsbach, de Bavière, qui va le faire sertir sur la couronne, une couronne que vous voyez ici à l'arrière-plan. Je vais vous faire un zoom. C'est le portrait de son fils, je vais y revenir. Cette couronne, en fait, eh bien, Cocorico, c'est un travail français,
puisque notre bon Maximilien de Bavière va être en fait couronné roi de Bavière en 1806, notamment grâce à ses alliances avec Napoléon. Et donc, c'est en fait à des orfèvres français qu'il va passer commande pour sertir la pierre, hein, vous la voyez ici, tout en haut de sa couronne royale. Donc, c'est un travail qui est produit par les orfèvres Nitto et Leblond, entre autres, un Nitto devenu Chaumet, les fameux orfèvres favoris, si je puis dire, de Napoléon. Mais ce qui est intéressant, c'est que le dessin de la couronne, lui, est fait par un architecte. Alors, un architecte qui s'appelle Charles Percier. Ça vous dit peut-être rien, mais vous connaissez tous Charles Percier. Percier et Fontaine, c'était un duo d'architectes extrêmement célèbres, et il faut bien le dire, géniaux, sous Napoléon Ier. C'est eux qui ont fait le carrousel du Louvre, c'est eux qui ont fait la rue de Rivoli, hein, surtout, c'est le haussmannisme avant l'heure, donc de vrais génies. Et donc là, on a un travail français pour cette couronne que va donc hériter Louis Ier de Bavière. Alors Louis de Bavière a échappé de peu à un mariage avec une Napoléonide. Très très vite, son père lui a fait épouser une princesse de Saxe. Ici, ce qui est intéressant, c'est de voir que en fait, c'est d'ailleurs l'occasion du premier Oktoberfest à Munich. Ah, hein. oui, C'est le mariage de Louis Ier de Bavière, une date à marquer dans l'histoire. En fait, cette pierre va rester très longtemps dans la famille Wistelbach jusqu'en 1931, où ils vont tenter de la vendre. Néanmoins, ils n'y arrivent pas, et cette pierre va circuler de marchand en marchand, et finalement, c'est un magnat des supermarchés qui va l'acquérir en 1960 pour l'offrir à son épouse Heidi. Une époque où la pierre va d'ailleurs passer dans les mains de la maison Emmerle, de Karl Emmerle. Et je tiens d'ailleurs à remercier Franz Emmerle pour toutes les informations qu'il m'a fournies sur cette pierre, très gentiment, Franz Emmerle qui est un ami de l'école. Alors beaucoup plus récemment, en 1990, la pierre va être acquise par Lawrence Graff, donc le joaillier londonien, et c'est là qu'est bien le bas blesse, si je puis dire, même si pour certains c'est une qualité, puisque la pierre va être retaillée pour, encore une fois, augmenter sa beauté. Alors, effectivement, on va perdre des inclusions, effectivement, la couleur va être meilleure. Néanmoins, comme pour le Hope, eh bien, on perd là aussi l'autre grand témoignage d'une taille brillant datant du XVIIe siècle. Et donc, on perd aussi un petit peu d'histoire joaillière au passage. Oui, en effet, parce qu'en fait, le Wittelsbach, c'est probablement un des premiers diamants taille brillant, avec, comme Exactement. tu le disais, le grand diamant bleu de Louis XIV. Après, bon, moi, quand il est passé aux enchères chez Christie's, moi j'avais vu des photos, il n'a pas été transformé comme le Hope a pu être transformé par rapport à la taille initiale. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait de grosses ébréchures au niveau du rondiste. Et donc, Graff l'a retaillé à ce niveau-là. Et je pense qu'il voulait gagner en couleur, ce que tu disais. Parce qu'en fait, le Hope Diamond, il a été gradé Fancy Deep Grayish Blue par le GIA il y a quelques années. Et au début, le Wittelsbach Graff avait exactement le même grade de couleur. Et là, après la retaille, il est Fancy Deep Blue, ce qui veut dire que la nuance de gris aurait disparu avec cette retaille. Alors, autre couleur d'importance, autre pierre historique, on reste en Allemagne, hein, décidément, c'est forcément le vert. Alors, on va évoquer bien évidemment la raison du vert dans ce diamant exceptionnel qui est le Dresden Green, le diamant vert de Dresde. On a d'ailleurs un ouvrage que nous a rapporté récemment Ghislain de Dresde sur le sujet qui fait référence. Encore une fois, une pierre exceptionnelle qui, elle, va être taillée en 1722 à Londres. C'est la fameuse époque où le génie lapidaire n'est plus en France, si je puis dire, le génie diamantaire n'est plus en France, à cause de Louis XIV et de la révocation de l'édit de Nantes. C'est désormais à Londres que ça se passe. Cette pierre va être taillée en 1722. Elle va être d'ailleurs proposée au roi George qui n'en veut guère. Et c'est cette fois-ci donc la famille de Saxe, Frédéric de Saxe, qui va l'acquérir et qui, là aussi, en 1740, l'a fait sortir donc, sur un ordre de la Toison d'Or, avant d'être ressorti une vingtaine d'années plus tard, cette fois-ci sur un ornement de chapeau par Frédéric II de Saxe, qui est en fait son serti actuel. On a le bijou XVIIIe siècle, si je puis dire, chef-d'œuvre joaillier, encore une fois s'il en est, où il est serti à côté de 400 autres diamants, des pièces, encore une fois, tout à fait exceptionnelles. Et rien que pour la couleur, hein, on a ici une pierre presque unique. Hein.
Ouais, il est extraordinaire ce diamant. J'ai eu la chance de le voir il y a quelques années à Dresde. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas forcément toujours émue quand je vois des diamants, mais celui-ci m'a particulièrement plu. Il a une taille qui est magnifique, ovoïde comme ça, brillanté mais ovoïde, c'est unique. Et la couleur est vraiment forte. Alors, ce diamant a été gradé. C'est très intéressant cette histoire de diamant vert de Dresde parce que on sait qu'il est vert depuis qu'il a été trouvé dans les mines de Golconde. Il a toujours été décrit comme vert. Et en fait, aujourd'hui, sur le marché, on a un petit souci parce que, en fait, on ne voit pas beaucoup de diamants verts parce qu'il est souvent difficile de prouver l'origine naturelle de la couleur des diamants verts. Donc, la cause de la couleur dans les diamants verts, c'est l'irradiation naturelle. Donc, ce sont des diamants qui ont baigné en fait dans des fluides radioactifs pendant des centaines de millions d'années. L'irradiation en fait crée des défauts dans la structure atomique, là encore. Donc, l'absorption de la lumière est modifiée et donc la pierre devient verte. Et donc, ce diamant, il a toujours appartenu au joyau de la couronne des princes de Saxe. Et avant la chute du mur de Berlin, il y a 2 équipes de gémologues qui ont été accueillies au musée de Dresde pour faire des analyses de ce diamant, une équipe du SSEF, le laboratoire suisse, et une équipe du GIA, le laboratoire américain. Et donc, ils ont pu faire des études, et leur but, en fait, était de constituer des bases de données pour pouvoir faire la différence entre la cause de la couleur verte dans les diamants naturels, la cause naturelle, et la cause artificielle quand on irradie artificiellement. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'en fait, c'est exactement la même cause. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on ne peut pas tracer en fait, la pierre depuis la mine, c'est très difficile de dire qu'un diamant vert est naturellement vert. Et alors, heureusement, ce diamant n'a pas été retaillé, donc on a toujours cette taille ancienne aujourd'hui. Néanmoins, il a failli être volé en 2019 lors du fameux casse de la voûte verte à Dresde. Et par grande chance, il était à cette époque-là prêté au Metropolitan Museum pour une exposition. Donc on peut souffler et continuer d'espérer de pouvoir le voir en vrai. Alors, on a parlé beaucoup de couleurs. Néanmoins, j'imagine que le premier diamant de couleur dont vous ayez entendu parler, en tout cas, c'était mon cas. Oui, je crois que moi aussi. C'était un diamant rose. On n'a pas évoqué le rose, et pas n'importe quel diamant rose. La panthère rose, bien sûr, grâce à ce film de Black Edwards, voilà, le génial Black Edwards, qui effectivement met à l'honneur cette pierre complètement fantastique, qui dépasse tous les carats ou toutes les espérances. C'est évidemment une pierre de fiction. Or, ce qui est intéressant... Le Yukun Kun, quand même. Le Yukun Kun. On connaît le Yukun Kun, mais je ne pense pas qu'il soit coloré. Le Yukun Kun, un film qui a fait beaucoup pour l'image des Français à l'international aussi, au passage. Toujours est-il que les diamants roses, ça existe. Alors, la panthère rose, par définition, n'existe pas, mais on a des très beaux diamants roses. Et là, cette fois-ci, c'est moi qui ai eu le plaisir de voir en 2018 de mes yeux vus ce Harry Winston Pink Legacy, qui n'était à l'époque que le Pink Legacy. Alors là aussi, ce qui est intéressant avec le diamant rose, c'est qu'il y a plusieurs raisons à leur couleur. Oui, alors absolument. Donc les diamants roses, en fait, alors le rose, ce n'est pas forcément la couleur la plus rare, mais c'est vrai qu'avec les bleus, c'est vraiment les 2 couleurs qui plaisent le plus en fait, sur le marché et qui ont donc fait les records que l'on a cités. Alors pour les causes de la couleur dans les diamants roses, il y a différentes causes. Donc on a des diamants roses qu'on appelle des diamants roses type Golconde. Alors type Golconde, c'est une expression qui est très ambiguë parce que souvent, notamment commercialement, on utilise cette expression de type Golconde pour qualifier des diamants type 2A incolores, alors qu'on trouve des diamants de type 2A incolores dans toutes les mines en fait, pas seulement dans les mines indiennes à Golconde. Par contre, ces diamants roses type Golconde viennent vraiment des mines indiennes. Ce sont des diamants anciens. La couleur, en fait, ce sont des types 2A, toujours des types 2A, et ils n'ont pas de graining. La couleur est due à des absorptions liées au centre NV. Alors, NV pour azote et lacune.
qu'on ne détectera pas forcément en spectrométrie infrarouge, mais qui modifient l'absorption de la lumière. Et donc, l'un des diamants de ce type-là, qui a été analysé et dont on est sûr qu'effectivement c'est un Golconde rose, c'est le diamant Princy. Alors, le diamant Princy, qu'on connaît bien aussi chez Van Cleef & Arpels, qui tire son nom en fait du fils de Sita Devi, donc la Maharani de Baroda, grande amatrice de bijoux s'il en est, dont on estime les commandes à littéralement des centaines autour de la place Vendôme. Et donc ce diamant rose va être baptisé en hommage à son fils, qui, une fois installé à Monaco, a tenté une carrière dans la chanson en France. Il faut tous que vous ayez écouté les disques de Prince de Baroda, mais malheureusement qui a eu une triste fin, le pauvre prince. Ça c'est triste, effectivement. Alors il y a un très très beau diamant. C'est pas la vie en rose. C'est pas la vie en rose, malheureusement. Alors il y a un très très beau diamant rose, un diamant d'une taille absolument considérable aussi, que vous pouvez voir aujourd'hui si d'aventure vous vous rendez à Téhéran, dans la banque, le musée des joyaux nationaux de Téhéran. Encore une fois, un diamant issu des empereurs moghols, enfin de cette culture indienne, du fameux sac de Delhi de 1739. C'est le cousin du Koh-i-Noor, qui était déjà la montagne de lumière. Là, on a le Darya-i-Noor, l'océan de lumière. Oui, sauf qu'il est rose, contrairement au Koh-i-Noor. Oui. Alors là, donc c'est un grand diamant rose plat. C'est probablement le plus grand diamant des joyaux de la couronne d'Iran. On ne sait pas. En fait, il n'a jamais été analysé, donc on ne sait pas. On suppose, c'est certainement un type de vin, mais on peut supposer que c'est un Golconde comme le Princy, sans en être totalement sûr. Alors, il y a un autre diamant qui est issu des mines de Golconde, lui aussi de Collioure, mais qui est d'un autre rose quelque part. Alors, encore une fois, il n'a pas été testé, mais on pourrait parler de fancy vivide orangé rose. C'est le Grand Condé. Alors, le Grand Condé, il a une histoire absolument fantastique. On lui prête une appartenance donc à une provenance issue du Grand Condé. Le Grand Condé, c'est Louis II de Bourbon-Condé, le fameux grand vainqueur de Rocroi, la bataille de Rocroi en 1643. Problème, on n'a pas de mention de ce diamant dans les archives avant 1713, notamment l'inventaire d'Anne de Bavière, qui est sa belle-fille. Donc en fait, ce terme de Grand Condé pourrait tout aussi bien définir son propre fils, qui était, je ne peux pas résister à le dire, lycanthrope, selon les termes de Saint-Simon, un loup-garou chez les Condés. Ce diamant, en fait, va transiter et rester dans cette maison jusqu'au XIXe siècle, puisqu'il y avait une sorte de loi qui dictait son héritage, qu'il devait chaque fois revenir à l'aîné de la maison Condé. Problème au XIXe siècle, cette lignée s'éteint, et c'est désormais Henri d'Orléans, donc le duc d'Aumale, qui va en hériter. Et sentant venir aussi un danger royaliste, il va en fait le léguer avec toutes ses possessions qui contiennent également le château de Chantilly et tous les beaux tableaux qu'on peut y admirer actuellement au musée, en 1886 à l'Institut de France, avec cette règle là aussi sacrée qu'aucune œuvre ne doit jamais en sortir et qui seront donc inaliénables. Alors on pouvait voir ce diamant dans les vitrines du musée, dans sa fameuse tour des bijoux jusqu'en 1926. Problème, là aussi, il a été volé par deux joailliers alsaciens qui n'étaient quand même pas les meilleurs larrons, puisqu'ils se sont absentés pendant une journée de leur chambre d'hôtel boulevard de Strasbourg, près de la gare de l'Est. Et en fait, ils avaient dissimulé le diamant volé dans une pomme, pensant le récupérer par la suite. Mais évidemment, une femme de chambre a croqué dans la pomme. On en revient au mythe fondateur. Et elle se serait cassée la dent sur un diamant rose. Elle aurait averti la police. On aurait enfin retrouvé ce diamant. Le problème est qu'il n'est désormais plus visible. Seulement une réplique peut être admirée. Il reste désormais dans les coffres du musée. Ouais, donc il est légèrement orangé, ce diamant. Bon, moi, je ne l'ai jamais vu en vrai, mais par contre, il a été analysé il y a quelques années à l'université de Nantes. Et en fait, la cause de la couleur est inconnue. C'est un type de ZA, mais on n'a pas ces centres NV responsables de la couleur rose des diamants Golconde dont on parlait juste avant. Alors les diamants roses, on en connaît une grande diversité, notamment liés à la mine d'Argyle en Australie, dont certains peuvent être apparentés à des diamants rouges.
Absolument. En fait, pour les diamants roses, la cause la plus courante en fait, pour la couleur rose, c'est le graining, comme pour les diamants bruns. Donc, ce sont ces bandes colorées que vous pouvez voir à l'écran qui sont parallèles, qui suivent la direction de croissance en fait, octaédrique des diamants, ces glissements de plans atomiques. Et donc, alors, le graining, on peut l'observer dans des types 1A ou 2A, mais il se trouve qu'à Argyle, on n'a que des types 1A qui présentent du graining plus ou moins coloré et plus ou moins concentré. Et donc, c'est un challenge évidemment pour celui qui taille, parce que le but, ça va être de faire apparaître la meilleure couleur côté couronne, donc la partie supérieure en fait, de la pierre, qui est la partie qu'on va voir une fois que la pierre est sertie. Et là, vous pouvez voir à l'écran une saturation progressive de la couleur dans cette suite de diamants roses d'Argyle. Alors, les diamants d'Argyle, Argyle, c'est une mine qui se trouve au nord de l'Australie, qui a fermé en 2020, après avoir produit pendant une quarantaine d'années, donc essentiellement des diamants bruns, mais qui a toujours tiré son prestige en fait des diamants roses. Alors les diamants roses, rouges, violets aussi représentent 0,01% de la production, donc c'est très faible. Mais effectivement, ce sont des diamants très prestigieux qui étaient vendus lors de ventes aux enchères très, très particulières à Genève une fois par an, pas des ventes publiques, des ventes réservées aux professionnels. Les Argyle Tender, ça s'appelait. La prochaine et la dernière Argyle Tender, d'ailleurs, aura lieu en avril prochain. Et donc voilà, ce sont des pierres extrêmement recherchées sur le marché. Et donc Argyle a alimenté beaucoup le marché dernièrement en diamants roses. Bon, il y a d'autres sources évidemment pour les diamants roses, mais c'est vrai qu'Argyle était importante. Alors les diamants rouges, donc c'est comme Léonard le disait au début de notre présentation, le rouge est probablement la couleur la plus rare, en tout cas une des couleurs les plus rares. Et ici nous avons deux exemples remarquables de diamants rouges. Alors à droite, c'est probablement le plus grand diamant rouge que l'on connaisse, qui a été gradé Fancy Red par le GIA. C'est extrêmement rare de donner ce grade. Et c'est un diamant qui a été trouvé au Brésil. C'est un type 1A. Et donc, il pèse 5 carats 11. Il a été taillé par un très grand diamantaire new-yorkais qui s'appelle William Goldberg. Et il appartient donc à la collection du diamantaire Moussaïef. Et puis, à gauche, nous avons un diamant rouge qui est conservé à la Smithsonian Institution, le De Young Red, qui est beaucoup plus sombre en couleur. C'est un fancy dark reddish brown. Et ce qui est assez amusant, alors c'est un type de A celui-là, ce qui est assez amusant, c'est que en fait, pendant très longtemps, dans la collection de la Smithsonian, on croyait que c'était un grenat, jusqu'au jour où il a été analysé. Voilà, on a des belles surprises parfois. Oui, c'est une très belle surprise. En termes de marché, on y gagne au change quand même. Alors après les rouges, il nous reste à évoquer les oranges, une autre belle couleur relativement rare. Les diamants purs orange, parce que des yellowish orange, orangey yellow, ça y en a. Mais des purs oranges, c'est très 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 rare, à tel point qu'on ne connaît pas vraiment la cause de la couleur. Donc ce sont des diamants de type 1AA combinés à un caractère 1B. Et donc là, on peut voir le plus grand diamant Fancy Vivid Orange connu sur le marché, qui est V-Orange, un peu plus de 14 carats, qui à l'époque où il a été vendu en 2013, était le record du monde en prix total et en prix au carat. Et puis, parmi les diamants orange connus, on a le Pumpkin Diamond. Le Pumpkin Diamond, donc de 5,55 carats. Il nous reste encore une fois une couleur à évoquer, c'est le violet, qui correspond à un autre type encore, si je me trompe. Alors, le violet qu'on a trouvé qu'à Argyle, en fait, jusqu'alors, qui est donc c'est rarissime. Ce sont alors, les purs violets, généralement, ils tirent plutôt vers le gris. C'est rare d'avoir vraiment du pur violet, comme on peut voir là à l'écran, comme The Argyle Ocean Sear.
Donc ce sont des diamants de type 1A qui sont riches en hydrogène, mais la cause de la couleur n'a pas encore été totalement déterminée. Et donc ce sont des pierres extrêmement recherchées par les collectionneurs. Alors d'autant plus recherché que la mine d'Argale est aujourd'hui fermée. Tu as totalement raison. C'est vrai qu'on ne va pas en revoir tout de suite, si je puis dire. Néanmoins, les collectionneurs peuvent se réjouir puisque les pierres de couleur continuent d'arriver sur le marché. Et notamment, je crois que très bientôt, dans un mois exactement, nous aurons l'occasion de voir un diamant bleu de belle qualité. Et encore une fois, ce diamant, tu as eu la chance de le voir. Bah oui, ça c'était un grand privilège. Voilà, c'est ce diamant donc, qui s'appelle le De Beers Cullinan Blue. Alors, pourquoi ? Parce qu'il a été trouvé dans la mine Premier, en Afrique du Sud, qui est la mine qui s'appelait Cullinan autrefois, parce que le propriétaire s'appelait Cullinan, et c'est dans cette mine qu'on a découvert le Cullinan, le fameux grand diamant des jouets de la couronne britannique. Et la mine Cullinan est connue donc pour ces gros diamants incolores, mais aussi pour les diamants bleus. Et la plupart des diamants bleus, quand ils ne sont pas indiens, il y en a beaucoup qui viennent de la mine Premier. Il n'y a pas que dans ces deux origines-là qu'on trouve du bleu, mais c'est quand même souvent la mine Premier qui a produit les grands diamants bleus. C'est le plus grand Fancy Vivid Blue qu'on connaisse sur le marché. Le brut devait peser dans les 39 carats, quelque chose comme ça. Et donc ce diamant, qui est aussi pur, internally flawless, va être proposé à la vente chez Sotheby's à Hong Kong au mois d'avril. Et bon, c'est vrai que c'est une pierre exceptionnelle que j'ai eu la chance de voir à Dubaï là, récemment, d'une couleur. Alors, c'est compliqué à prendre en photo, les diamants de couleur, parce que, en fait, par rapport à la réalité, de toute façon, en fonction du type de lumière aussi, évidemment, on va percevoir les choses différemment. C'est vraiment une pierre d'exception. Alors, sur ces belles nouvelles, évidemment, les collectionneurs sont les starting blocks. Nous, ici, on va attendre aussi de voir est-ce qu'un record sera battu ou pas. L'estimation, 48 millions de dollars, l'estimation 48 basse. millions de dollars, sachant que ces estimations peuvent facilement doubler. On verra. Le Blue Moon était vendu 48 millions de dollars, donc on verra. C'est beaucoup. Toujours est-il que notre conférence s'achève. Néanmoins, nous avons encore quelques minutes, si vous le souhaitez, pour nous poser des questions. On tentera d'y répondre. Et le temps que Ghislain les rassemble, c'est l'occasion pour moi de vous annoncer notre prochaine conférence, qui sera d'ailleurs justement donnée par Ghislain, avec un beau sujet sur les broches. Je crois qu'il y a une mise en abîme depuis ta veste jusqu'à l'écran, puisque effectivement, les 13 et 14 avril, Ghislain et donc Paul vous diront tout sur ce beau sujet. Alors, je vais voir si nous avons déjà quelques questions auxquelles on pourrait répondre. Alors, ça, c'est une question qui concerne le marché, une question intéressante. Un diamant incolore ou coloré non monté en bijoux a-t-il plus de valeur que lorsqu'il est monté en bijoux, ce qui expliquerait que ce soit des placements? J'ai tendance à croire que c'est l'inverse. Il y a certains bijoux montés. Tu peux répéter? Alors, un diamant incolore ou coloré non monté en bijoux a-t-il plus de valeur que lorsqu'il est monté en bijoux? Alors, chose très importante, quand on grade un diamant en laboratoire, on le grade sans la monture. On est obligé de dessertir la pierre, sinon on ne peut pas grader de manière correcte ni la couleur ni la pureté, et donc on dessertit de toute façon. Et après, quand on vend, la valeur, c'est la valeur de la pierre qui généralement fait le prix, hein. Ce n'est pas spécialement le bijou, sauf si c'est un bijou exceptionnel. Alors, il y a un terme qu'on a beaucoup employé aujourd'hui, qu'on n'a pas forcément défini, effectivement, c'est le terme de fancy. Qu'est-ce que ça signifie pour un diamant fancy? Alors fancy, c'est vrai qu'on utilise ce terme, c'est vrai que je n'ai même pas pensé à le définir. Bon. En fait, en anglais, ça a plusieurs significations. Ça veut dire notamment fantasy. Quand on traduit, en fait, même en français, généralement, on parle de diamant fancy color ou de couleur fancy. Ça signifie qu'on a une certaine quantité de couleurs à l'intérieur de la pierre. J'ai entendu des gens parler de diamants de couleur spéciale. D'autres disent de couleur fantaisie. Je ne sais pas s'il y a vraiment une traduction complètement adéquate. C'est juste des diamants qui vont avoir une saturation de couleur suffisante pour être considérés comme fancy. Je ne sais pas si j'ai répondu de manière très claire, mais... J'ai compris, mais... T'as compris? J'espère que tout le monde... Je ne doute pas que tout le monde aura compris.
Alors, une question effectivement sur le Enigma. Combien d'heures nécessaires à la taille du Enigma? En fait, ça ne se compte pas en heures, ça se compte en années, puisqu'il a fallu 3 ans de taille pour obtenir ces 55 facettes. Alors en fait, les gros diamants, c'est souvent, la taille est très longue, pas forcément dans le processus de taille technique, mais dans la planification de la taille, dans les choix qui vont être faits par rapport au brut. Donc le diamantaire va observer donc, pendant des mois, parfois effectivement des années, avant de prendre des décisions finales de taille. Et c'est surtout vrai pour les très gros bruts. Alors une question très pratique, est-il possible de changer la couleur d'un diamant en laboratoire, notamment en ajoutant des irradiations ou des gaz? Absolument. Les gaz, ça je ne crois pas. Mais effectivement, il existe des traitements donc, qui ont pour but en fait, de modifier la couleur des diamants. Il y en a un certain nombre. Dans les traitements les plus couramment pratiqués, comme on a un goût au niveau du marché pour le diamant de couleur, ce qu'on a essayé de vous raconter ce soir, eh bien, les diamants qui n'ont pas des couleurs très attrayantes peuvent être facilement irradiés justement pour obtenir des couleurs fancy, et puis des couleurs qui plaisent, des bleus, des roses, des verts. Donc irradiation avec des particules type, on peut utiliser des neutrons, des électrons, souvent les rayons gamma sont les plus pénétrants. L'irradiation simple, ça provoque le vert, le bleu, le noir. Et si on veut d'autres couleurs, généralement, on va combiner avec un traitement thermique pour obtenir des jaunes, des oranges, des roses, des rouges. Après, vous avez les traitements, mais c'est peut-être moins souvent pratiqué, le traitement haute pression, haute température. On utilise en fait la machine qu'on utilise aussi pour faire du diamant synthétique. Et on va mettre certains diamants qui ont certaines caractéristiques dans cette machine, dans cette presse. Et de cette manière, des types 2A brun peuvent devenir incolores ou des types 1A brun peuvent devenir vert jaune. En fait, c'est de la cuisine, les traitements, enfin d'une certaine manière. Alors, une question à laquelle on a partiellement répondu, mais effectivement, peut-être qu'on peut le repréciser. Comment différencier un diamant blanc un diamant incolore, pas blanc, YZ d'un diamant jaune, et que signifient les termes jonquille ou canari? Très bien. Alors, les diamants qui vont être gradés Y ou Z, eh bien, ils peuvent contenir du jaune, ils peuvent contenir du brun, ils peuvent contenir du gris. Si c'est du jaune, eh bien, ou même si c'est du gris ou du brun, ça va devenir fancy s'il y a plus de couleurs que dans Z. En fait, c'est ça la règle. Et jonquille et canari. Alors, les diamants qu'on appelle Cape, je sais que c'est notamment à cause de la mine de Kimberley, on a trouvé pas mal de diamants dans des couleurs jaunes qui ont l'agrégat d'azote N3 là, assez concentré, donc ça apparaît en spectrométrie. Après, les diamants canari, en fait, il y a des noms de marché comme canari ou jonquille qui sont des noms qui ne sont pas précis en fait. On utilise beaucoup pour qualifier la couleur des pierres, les gens aiment beaucoup utiliser des métaphores. Mais le problème, c'est que moi j'ai vu des diamants qualifiés de jonquilles sur le marché qui peuvent être jaunes très 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 clairs, à la limite ils sont plutôt SZ, et puis d'autres qui sont fancy vivid, yellow. Donc en fait, c'est pas précis du tout ces termes. C'est des termes de tradition en fait, qui sont plus culturels et commerciaux, mais qu'on n'utilise absolument pas aujourd'hui pour qualifier. En fait, aujourd'hui, tout le monde utilise les grades de couleur du GIA. Voilà, et enfin une dernière question pour terminer qui concerne cette notion de retaille. Effectivement, la question souligne que si les retailles sont liées à des modes, ne sont-elles pas des dégradations futures? Alors là encore, la communauté est divisée. Effectivement, certains gémologues vont dire que la beauté de la pierre va être augmentée par certaines retailles, et les historiens comme moi vont dire qu'effectivement, on perd en connaissance sur le savoir-faire lapidaire et diamantaire ancien. Néanmoins, il y a quand même des fois des belles surprises où même les historiens sont d'accord. Ce n'est pas un diamant, c'est un spinel, je pense aux Côtes de Bretagne, sur le fameux ordre de toison d'or de Louis XV, où là on a ce dragon tout à fait spectaculaire qui met un petit peu tout le monde d'accord. Voilà. Il n'y a pas eu encore de diamant retaillé en forme de dragon, ça viendra peut-être. Ah, on peut tout faire aujourd'hui avec le laser. Non, mais non, après, de toute façon, c'est l'histoire. En fait, le destin d'un bijou ou d'un objet précieux, c'est souvent d'être détruit pour récupérer le métal précieux.
Et puis les pierres sont retaillées à la mode. On a plein d'exemples de retailles, comme le Koh-i-Noor que tu évoquais tout à l'heure. Voilà, on est passé d'une taille, une rose moghole, magnifique, à un ovale brillanté qui était à la mode à l'époque. Et c'est l'histoire du goût, c'est l'histoire... que nous continuerons d'évoquer dans de futures conférences. Donc, encore merci pour votre participation. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Merci, bonne soirée. Merci Marie-Laure pour ta patience. Merci Léonard, merci. C'était passionnant. Merci beaucoup, bonne soirée.